Bonjour tout le monde et bienvenue à la Mentalité verte. Aujourd'hui, on va discuter de l'enjeu des textiles au Québec. Je suis joint par Alimatou Ba, la chef adjointe du Parti vert du Québec, et aussi Manal Chaouch, qui est sur l'exécutif du Parti vert du Québec. Bienvenue. Bonjour. Allô. Salut. Oui, donc, sujet important aujourd'hui. On parle de l'industrie des textiles, puis l'impact environnemental des textiles. Il y a une statistique qui est quand même frappante de l'ONU qui dit que 8 à 10% des émissions à gaz à effet de serre mondiales sont générées par l'industrie du textile. Puis, évidemment, ça fit un peu dans la logique de surconsommation qui nous entoure au Québec et au Canada. Des gens qui achètent beaucoup de vêtements, pas vraiment un grand plan de recyclage et beaucoup de pertes. Donc, Alimatou, est-ce que tu peux nous parler un peu des impacts écologiques de l'industrie du textile? Déjà, avez-vous remarqué à quel point il est facile aujourd'hui de se procurer des vêtements tendance à bas prix? Comment chaque jour, on a de nouvelles collections qui apparaissent, puis quand vous êtes connecté, que ce soit sur vos téléphones, que ce soit dans n'importe quelle plateforme, comment des publicités attrayantes pop, puis comment on ne sait même pas faire la différence entre les nouvelles collections des grandes marques ou des marques comme Temu et Shein. C'est devenu incroyablement rapide, à bas coût, alléchant pour les consommateurs. Je pense qu'on tombe tous un peu dans ces besoins de surconsommation, mais à quel prix? On ne sait pas ce qui se passe derrière là. Alors que, comme Alex, tu l'as dit en entrée, l'industrie textile représente environ 10% des émissions mondiales de carbone. C'est 4 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 qui sont émis chaque année par le secteur de textile. Et j'ai vu une statistique d'Oxfam Québec qui dit qu'en 2050, ce secteur pourrait même représenter 26% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est énorme. Puis selon les estimations, la fabrication d'un seul t-shirt en coton nécessite 2700 litres d'eau. C'est énorme là. Puis c'est l'équivalent de ce qu'une personne boit en 2 ou 3 ans. C'est énorme. Je pense que il est temps d'en parler et surtout il est temps de voir à quel prix nos achats impulsifs ou tous les publicités nous poussent à faire savoir le prix de tout ça en arrière. Je pense que c'est important qu'on sache, pas pour culpabiliser les gens, mais pour juste qu'ils connaissent l'impact qu'il y a derrière toute cette industrie qui est de nouvelles collections de vêtements à bas prix, qu'il y a un coût humain, coût environnemental en arrière-plan. Oui, puis c'est assez facile de tomber dans ce bateau-là, puis d'acheter beaucoup de linge. Je veux dire, comme tu as souligné, le marketing est omniprésent. On a des nouvelles collections de vêtements à toutes les années. Je veux dire, c'est poussé sur nous. Puis en plus, les textiles sont pas vraiment faits pour durer si longtemps que ça. Donc, après quelques lavages à peine, ils sont plus bonnes. Manal, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment l'industrie du textile est en train de faire des vêtements de faible qualité justement pour nous en vendre de plus en plus? Oui, donc on parle dans la conception de chaque item, même en dehors du textile, d'un cycle de vie. Donc pour chaque objet qui nous est vendu, qui est conçu, donc on a un cycle de vie pour la chose. Donc quand on conçoit un habit, comme quand on conçoit un toaster, on peut faire de l'obsolescence programmée là-dedans. Donc le plastique, ça va coûter beaucoup moins cher que des fibres naturelles. Et le problème pour nous avec le plastique, déjà, c'est que c'est pas facilement recyclable dans le textile, mais aussi que ça dure moins longtemps. Donc auparavant, où on avait des fibres naturelles, ou par exemple, tu vois, un tricot, donc un pull tricoté, allait être fait avec du coton, de la laine, des fibres sourcées naturellement. Là, on va avoir du polyester et du rayon. Donc, on trouve beaucoup de rayons de nos jours dans les magasins. C'est quoi le rayon? En fait, c'est vraiment du polyester qui est tricoté de la même manière. Donc, on parle aujourd'hui de beaucoup plus de polyester, de beaucoup plus de fibres qui ne sont pas de source naturelle, donc qui ont un plus grand impact sur l'environnement. On parle aussi de la manière dont ces fibres-là sont traitées. Donc, la raison pour laquelle on peut avoir des jeans délavés, c'est parce que on a du sable donc on projette du sable sur le coton pour donner l'effet délavé aux jeans. Ça prend énormément d'eau pour donner cet effet-là. Donc, comme Alimatou l'avait dit,
ça n'a pas un faible coût. Donc, pour ta question, la raison pour laquelle donc ces compagnies-là nous donnent ces textiles-là, c'est de l'obsolescence programmée. Un matériau en fibre naturelle va durer plus longtemps, va être plus facile à transformer, et si jamais, c'est plus facile de lui trouver une deuxième vie. Si par exemple ce matériau-là se retrouve, enfin cet objet-là, cette pièce de vêtement-là se retrouve en friperie, une personne est plus probable, enfin c'est plus probable qu'une personne l'achète, sachant que c'est un bon matériau qui a bien duré, plutôt que quelque chose en polyester qui a déjà des trous, qui a déjà des bouloches dessus. Donc tout le cycle de vie en fait n'est pas durable. Donc de la conception à la fabrication, justement à l'achat. Et on parle aussi beaucoup de problèmes de santé. Donc on porte des fibres plastiques sur notre corps. Donc on parle notamment d'infertilité, de problèmes hormonaux. Donc ça, je pense que ce sera pour un podcast différent. C'est un grand sujet d'entraîner. Personnellement, je suis allergique au polyester, là, donc je peux pas porter du linge avec du pétrole. Ouais. Et Alex, toi, tu disais que les nouvelles collections sont à chaque jour. Il y a une étude qui montre que les plateformes comme Temu ajoutent des millions de vêtements par semaine à leur catalogue. Tu sais, ça exacerbe la crise écologique et surtout, ça, non seulement ça crée la surconsommation, mais aussi le gaspillage, tu sais, parce que chaque année, environ 92 millions de tonnes de déchets toxiques qui sont générés finissent soit l'équivalent d'un camion de vêtements, finissent dans des poubelles, tu sais, dans des caissons jetés chaque seconde. On dit que c'est l'équivalent d'un camion de vêtements qui est jeté chaque seconde. Puis les vêtements invendus ou qui sont ou jetés se retrouvent dans des décharges où ils mettent des décennies à se décomposer, ce qui ajoute aussi une charge sur nos décharges. Puis c'est des matériaux, comme l'a dit Manel, qui ne sont pas de bonne qualité. Ils mettent des milliers d'années à se décomposer. Ça pollue, ça pollue la terre, ça pollue les écosystèmes. Ce qui est choquant aussi, c'est que même, mettons, les grandes marques là qui vont produire une collection pour l'année, mais là, quand l'année elle va être terminée, puis les vêtements sont pas tous vendus, ils vont pas juste aller les donner aux sans-abri, là. Ils vont vouloir détruire ces vêtements-là, justement pour que les gens ils puissent pas avoir cette marque-là gratuitement. Ils veulent le garder exclusive. Donc, comme vous avez dit, ça se ramasse souvent dans les dépotoirs. Des fois, tu sais, les magasins, ben ils vont couper le linge avec des ciseaux avant de le jeter. Puis souvent aussi, ça se ramasse dans les incinérateurs pour tenter de récupérer un peu d'énergie, là, tu sais, qu'on pourrait sortir en le brûlant, là. Mais c'est assez fou, un peu comme le gaspillage alimentaire où les épiceries veulent pas donner les aliments qui sont passables mais peut-être pas vendables. Mais ils se disent, mais si on donnerait toute cette alimentation-là gratuitement, les gens ils viendraient en acheter moins. Puis j'ai l'impression que c'est pareil pour l'industrie des vêtements qui cherche à vendre à tout prix, qui cherche même à gaspiller ses pertes pour que les gens en achètent plus. Oui. Avec des beaux marchés. Puis moi, la question qui me vient tout le temps, c'est pourquoi cela fonctionne? Pourquoi ils arrivent à mettre des collections tout le temps, à avoir des gains? C'est parce que la marketing est tellement fort, puis ça cible de jeunes consommateurs à travers les réseaux sociaux, les influenceurs, les célébrités. Puis c'est comme on se crée des besoins là. Quand tu suis une personne, tu vois une nouvelle collection. C'est comme, je suis pas parfaite non plus. Moi, j'aime beaucoup les vêtements, j'aime beaucoup. Mais tu sais, quand je vois comment ça pop, puis chaque fois, maintenant, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis ça revient le lendemain, puis là, je dis, peut-être t'en as besoin. Je me dis, si on succombe, t'imagines pour un jeune consommateur qui veut suivre la tendance, c'est sur un influenceur. Il cherche pas la qualité, là, il cherche à moindre coût parce que ça se renouvelle souvent, puis c'est un cycle infernal qui ne finit pas alors qu'il y a d'autres alternatives, là. Puis, évidemment, il y a des gens qui passent à l'environnement beaucoup moins que nous aussi, hein. Pour une gang du Parti vert, là, tu sais. Pour ajouter à ton point, Alimatou, je pense aussi que pour les consommateurs, un gros problème, c'est qu'on pense que tous les habits
donc qu'on consomme, qu'on achète, puis éventuellement qu'on donne, qu'on va mettre aux bins, donc on va donner aux friperies, vont juste se retrouver dans les friperies, puis qu'il y a un cycle derrière ça. Même si les habits n'étaient pas de bonne qualité, quelqu'un va trouver son bonheur là-dedans. Déjà, c'est très classiste de penser comme ça, puis je sais que la plupart des consommateurs vont penser comme ça. Mon vieux pull que j'ai acheté sur Shein va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Bah, c'est faux. Les personnes pauvres ont aussi besoin d'habits de bonne qualité, puis qui se tiennent encore, quand même. Puis, deuxièmement, bah, c'est juste faux. Même les friperies, une énorme partie des habits qui s'y retrouvent, ne vont pas rester ici, dans des dépotoirs, mais vont être shipped ailleurs pour être dans des pays du tiers-monde, tu vois. Genre, il y a d'énormes décharges d'habits tous les jours qui vont s'y retrouver, puis qui vont polluer là-bas, mais on le voit pas ici. Donc, cette consommation-là, on la voit pas. C'est pas comme jeter ses ordures à la maison, puis elles doivent rester devant la porte pendant plusieurs jours avant que quelqu'un vienne les ramasser. Les habits, on les met dans la bine, puis on pense qu'ils disparaissent pour toujours. Non, ils se retrouvent quelque part. Ils sont pas tous incinérés. On dispose pas de tout ça. Ils vont se retrouver dans des pays du Sud global qui, malheureusement, doivent avoir ces ordures-là. Ouais, puis ce qui est choquant Ouais. aussi, c'est que c'est presque jamais transformé en de nouvelles vêtements. C'est Non. moins que 1% des vêtements qui sont donnés qui réussissent à être vendus comme des vêtements. Le reste, c'est soit brûlé, soit l'enfouissement, ou soit recyclé, mais dans les produits inférieurs, comme Ouais. des matelas, des choses comme ça. C'est ce qui est pas mauvais non plus, mais ça reste un pourcentage très minime de tout ça. Fait que c'est pour ça que la manière la plus écologique là, de traiter les déchets de vêtements, mais c'est de les réutiliser. Puis Oui. la manière de les réutiliser puis les distribuer, mais c'est à travers les friperies. Et je sais que Manel a un contact là, qui justement est influenceur autour de la question de faire la promotion des friperies. Quelqu'un qui s'habille uniquement dans les friperies, un homme aussi, parce que c'est un peu Ouais. plus difficile et moins commun pour les hommes de trouver des bons produits dans les friperies. Manel a tourné une capsule vidéo avec Scott. La voici. Salut Scott, ça va? Oui, toi? Oui, ça fait plaisir de te parler aujourd'hui. Merci. Donc, on est là pour parler d'être éco-responsable donc avec la mode, les habits, les achats et tout. Donc, on va parler de toi un petit peu au début. On va parler de ta plateforme, ce que tu fais et ce que tu comptes faire dans le futur aussi. En gros, moi, je partage ma vie sur TikTok et sur Instagram. Je partage les activités que je fais, la nourriture que je mange, ma vie de tous les jours, vraiment. Et je pense que la ligne directrice de mon contenu, c'est vraiment mon idéologie politique, c'est vraiment de partager la réalité de gens qui vivent comme moi, qui ont grandi pour vraiment faire noir, queer, peu importe. Et je pense que ça se manifeste pas mal dans la plupart de mes vidéos. Comme c'est pas nécessairement explicitement adressé, même si parfois ça l'est, mais que souvent c'est très implicite. Parfait. Puis dans plusieurs de tes vidéos, la raison pour laquelle on est ici aussi aujourd'hui, c'est que tu parles de friperie. Donc ta consommation est très responsable par rapport aux habits, même si tu adores la mode, ce qui est rare de voir et ça fait plaisir. Donc déjà, pourquoi? Je pense que ça a commencé justement en ayant grandi pauvre. J'avais pas le choix d'aller en friperie. Et plus je vieillis, j'ai réalisé que j'avais pas besoin d'avoir ce tabou par rapport à magasiner en friperie. Parce que en vrai, tu peux trouver des vêtements d'aussi bonne qualité en friperie qu'en magasin et même de meilleure qualité pour des prix beaucoup plus bas. Et je pense que justement, dans un monde de la mode qui est souvent basé sur des trends qui changent à chaque 2 semaines, je pense que acheter des bonnes pièces qui vont te durer et que tu aimes vraiment, pas nécessairement parce qu'elles suivent des trends, mais parce que c'est ton style propre à toi. Je pense que magasiner en friperie te permet d'accomplir ça. Parfait, ok, c'est très bien. Est-ce que tu as des difficultés par rapport justement au monde de la mode en ligne auquel tu fais beaucoup partie? Donc, est-ce que tu vois un défi là-dedans, donc de suivre les modes, les trends, comme on dit, puis de rester quand même de magasiner en friperie, puis d'être éco-responsable avec ça? Je pense que plus je vieillis, plus je réalise que keep-up with the trend, c'est pas nécessaire. Comme en vrai, tu dois trouver ton style propre à toi et aimer ce que tu mets. Parce que vraiment, sinon, tu finis par acheter des pièces à chaque jour et les jeter dans 2 semaines. Comme c'est une perte d'argent, c'est mauvais pour la planète, c'est la surconsommation, quoi. Ouais. Et honnêtement, si on base notre mode de vie sur l'Internet,
ben, on risque de juste finir pauvre, avec des pièces qu'on n'aime pas. Ouais. Fait que je Ok. pense que ça vaut juste pas la peine. Je pense que j'aime mieux investir mon argent dans des pièces qui sont durables et de bonne qualité. Si j'achète en friperie, au moins, j'achète des pièces que je sais qui vont me durer et que je vais aimer pendant les prochaines années. Mhm. Alors, je pense que plus je thrift, moins j'ai envie d'acheter de la fast fashion Mhm. parce que je vois pas la nécessité. Ouais. Parfait. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens, justement, qui veulent aller en friperie? Est-ce que tu as des tabous que tu aimerais briser par rapport à ça? Est-ce que tu as quoi que ce soit à dire aux gens qui vont écouter ce podcast et cette capsule? OK, mon premier conseil, va en friperie, mets tes écouteurs, reste 1 heure and just flip. Pour de vrai, comme j'avoue que tu dois chercher beaucoup plus en friperie qu'en magasin comme Surface, mais je te jure, ça vaut la peine. De deux, pour les tabous, mettre des vêtements qui appartenaient à des gens avant, comme tant que tu les laves, c'est correct. Comme t'as pas besoin d'avoir peur parce qu'une personne l'a mis avant. Comme je pense qu'on est trop habitué à acheter et toujours avoir de la nouveauté. Et on s'est pas habitué à apprécier ce qui existe déjà. Et je pense que aller en friperie m'a habitué à ça. Et maintenant, honnêtement, il y a des pièces que, oui, j'ai peur, mais quand je vous dis que je pourrais jamais me débarrasser de ces pièces-là parce que je les adore. Mais des vêtements que j'achète d'une marque fast fashion, honnêtement, je pourrais m'en débarrasser demain et j'y repenserai quand même pas. So, Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup et bonne continuation pour le reste et pour tes projets. Merci beaucoup d'avoir fait partie de la capsule. ça fait plaisir. Donc, Manel, ça a été le capsule que tu as tourné avec Scott. Qu'est-ce qui t'a marqué de cet entretien? Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir de parler à quelqu'un, tu vois, qui, malgré plusieurs années en étant influenceur et tout, en étant dans la sphère de la mode, qui a quand même gardé, puis au contraire a fait évoluer cette idée que c'est bien d'aller en friperie, que c'est déjà premièrement en soi, c'est une bonne activité. Il a dans un de ses conseils, j'ai adoré comment il a dit, faut mettre ses écouteurs, faut y aller, faut vraiment chercher, faut fouiller pour trouver de bonnes pièces. Mais le fait qu'il a découvert qu'il préférait les habits qu'il a présentement achetés en friperie à ceux qu'il avait pris de la fast fashion grâce à leur unicité, grâce au fait que c'est de la meilleure qualité très souvent et que c'est des pièces qui vont justement lui donner un style unique qui je pense est très pertinent quand on est influenceur, mais aussi qui se cache pas de ça. Donc son parcours, le fait que ça a été difficile pour lui de repartir en friperie parce que c'était pas forcément un bon souvenir de sa jeunesse. Il a grandi pauvre, il était obligé d'y aller, il y avait pas vraiment le choix, tu vois, d'aller acheter en magasin parce que surtout à l'époque quand on était encore jeune, ça coûtait plus cher d'acheter en magasin plutôt que maintenant où la fast fashion rend ces choses très très accessibles. Donc je pense que c'est dans les dernières années qu'on peut commander de Shein et tout, puis que ça coûte à peu près la même chose qu'en friperie. Mais à l'époque c'était pas le cas. Donc grandir dans la pauvreté puis éventuellement se laisser aller faire ce choix-là, donc que ce soit un choix aujourd'hui, que ce soit un choix éco-responsable et qui s'y retrouve puis qui soit très très joyeux là-dedans. J'ai vraiment adoré lui parler de ça. Puis Puis c'est moi, très impressionnant. j'aimais aussi, Manel, justement, cette déconstruction de l'idée que c'est les pauvres qui vont à la friperie. Parce que Ah si oui, avant, là, les gens allaient à la friperie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, là, tu peux avoir les moyens d'aller dans une boutique, mais que tu fais oui, le choix éco-responsable d'aller à la friperie parce que tu y trouves des vêtements de meilleure qualité, que tu sais que oui, tu leur donnes une seconde vie. C'est pas parce que peut-être tu peux pas te permettre d'acheter de marque fast fashion et tout, mais que tu fais le pas éco-responsable d'aller dans les friperies. Puis moi, j'aime beaucoup les friperies aussi, surtout pour les vêtements des enfants, là. Quand t'achètes, c'est une saison, peut-être ton enfant a porté ça 2 fois, tu l'emballes, tu l'amènes à la friperie, ça va faire le bonheur d'une autre maman qui l'utilisera. Ça fait passer que quand on fait des choix éco-responsables, non seulement on poursuit le cycle de vie du vêtement, mais on aide aussi une autre personne à faire les mêmes choix éco-responsables. Puis ça peut passer aussi par les trocs entre amis, entre communautés, oui, échanger les vêtements. Ça aussi, c'est des manières
de ne pas être attiré par ces fast fashion qui sont pas forcément bons pour la santé des enfants ou pour la santé de n'importe qui. Ouais. Oui. Puis moi, je trouve que c'est intéressant du point de vue d'influenceur, là, tu sais, d'aller dans cette direction-là, parce que j'imagine qu'il y a pas mal plus de commandites auprès des grandes marques là, qu'auprès des friperies. Oui, oui. Fait que, Absolument. Puis après, je me dis, même s'il fait le choix de ne pas refuser ça, vu que, par exemple, des commandités des grandes marques, je me dis, bah, au moins, ce sera un choix éco-responsable, tu vois. Au moins, si jamais il y a une marque qui lui demande de faire ça, je sais que ce sera plutôt bien centré. Donc, c'est pas n'importe quels habits, n'importe quoi. Avoir cette éthique de la friperie et ce nouveau standard, tu vois, genre je ne porte que de la laine, je ne porte que du coton qui a été ramassé éthiquement, disons. Donc, ce standard-là qui est donné par les friperies parce qu'on peut trouver ces pièces-là aux friperies, je pense que ça va se traduire dans d'autres comportements, que ce soit de la part de Scott ou de la part de n'importe qui éventuellement fait ce choix-là. Mais l'affaire aussi, c'est que pour que les friperies fonctionnent, il faut bien que les vêtements soient un minimum de qualité et un minimum de durabilité. Parce que quand on achète du linge, puis que ça dure 3 lavages, puis ensuite que c'est pas à son meilleur, puis que les gens ils souhaitent plus le porter, même en friperie, là, on peut pas vraiment vendre des trucs qui sont déchirés. Fait que comment qu'on peut faire là pour obliger les marques à faire des vêtements de meilleure qualité ou du moins d'informer le consommateur parce que c'est pas comme s'il y avait une note de durabilité qui est donnée aux vêtements. C'est pas comme le papier où on a le Forest Stewardship Council qui fait des normes là, pour la foresterie puis on sait que si on achète un tel papier, ça a été cultivé avec une telle norme. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de évaluation commune des vêtements comme qu'on voit dans d'autres industries? Alors, ce qui serait bien d'obliger les marques, ce serait d'avoir des standards légaux, évidemment. Donc ça passe toujours par le gouvernement. On a beaucoup de magouilles, je dirais, de la part des marques. Alimato a beaucoup parlé du marketing et c'est extrêmement pertinent parce que, par exemple, en 2019, on a eu un phénomène de la part des marques qui disait cet item est 100% recyclable. Donc sur chaque étiquette, on avait ceci est 100% recyclable. Le problème, c'était que c'était seulement l'étiquette qui était recyclable. Pas le vêtement en soi. Donc on a ce greenwashing un petit peu partout, c'est un problème énorme qui est dans toutes les industries. Donc avoir des standards légaux et de l'innovation pour de vrai dans les industries textiles. Donc dire que on pourrait avoir des matériaux éco-responsables. Si les gens achètent beaucoup, c'est pas souvent juste par envie, parce qu'on veut suivre des modes, etc. Mais comme tu l'as dit, Alex, parce que nos items ne nous durent que 3 lavages. Donc, si après 3 lavages, j'ai plus de pull chaud, bah, je dois m'acheter un nouveau pull chaud. Déjà, c'est une énorme perte d'argent. Mais si mon pull chaud avait duré plus longtemps, bah, j'aurais pu le porter plus longtemps. Ce serait intéressant d'avoir le numéro de lavage là, que le produit peut durer sur l'étiquette ou quelque chose. Tu sais, avoir des tests standardisés, là, que, OK, ça, après 20 lavages, là, ça répond plus aux critères, puis que le numéro 20 soit marqué dessus. Comme ça, les gens, ils vont peut-être, tu sais, ajuster leur comportement en sachant que, ben, ils peuvent juste le laver 20 fois. Peut-être ils vont faire plus attention ou ils vont pas le laver sans aucune raison. Il y a peut-être une manière de mettre un standard pour que les gens puissent évaluer. Puis, exactement, tu sais, oui. moi, je trouve que il y a au-delà aussi des impacts environnementaux, là, derrière chaque vêtement à prix cassé se cache un ouvrier sous-payé. C'est vraiment que c'est vraiment quelque manière t'en as parlé tout à l'heure des déchets qui vont dans les pays sous-développés, mais aussi les productions, c'est produit dans des pays comme la Bangladesh, l'Inde, le Bangladesh, l'Inde ou l'Éthiopie, où des millions de travailleurs, majoritairement des femmes, sont exploités, les salaires sont très bas, parfois moins de $2 par jour. Et aussi, les enfants, là, il y a l'Organisation internationale du travail qui nous a dit que près de 170 millions d'enfants travaillent dans l'industrie textile, parfois très, très jeunes comme 7 ans, là. Puis les enfants effectuent des tâches dangereuses comme la manipulation des produits chimiques. Puis on a vu aussi l'effondrement, là, du Rana Plaza au Bangladesh, en 2013, qui a coûté la vie à plus de 1100 personnes. Et aussi des cas récents liés à chaîne
où des ouvriers sont obligés à travailler plus de 18 heures par jour pour monter, pour que, parce que qui dit nouvelle collection, vite, dit des personnes qui Ouais. travaillent en amont, des personnes. Donc, c'est tout ça. S'il y a des enjeux éthiques, les grandes marques aussi, s'ils délocalisent leur production, ils contournent des régulations locales, ils font de la pression sur les fournisseurs pour produire rapidement et à moindre coût, qui poussent ces fournisseurs à adopter des pratiques contraires à l'éthique. Donc, tout ça, il y a tellement d'enjeux cachés derrière un vêtement là. Donc, je me dis, si on développe le réflexe de chaque vêtement que quand je peux pas racheter un vêtement, j'ai tout ça encore. Mais en même temps, moi, j'aimerais pas qu'on culpabiliser ou dire que les acheteurs sont comme les responsables. Non, pour moi, c'est les industries, c'est vraiment c'est à haute échelle. Donc, en tant que consommateur, nous, on essaie de faire des choix responsables. Parce que parfois, on veut faire des actes éco-responsables, mais ça a un coût. Quand je veux acheter un vêtement qui respecte tout ça, que les fibres, qui soient durables, qui soient tout ça, quand tu vas dans ce type de marque, ça a un coût, là, même si je peux laver mon pull 50 fois, il y a la durabilité, mais à court terme, peut-être j'ai pas 100 pièces à mettre pour un pull. Donc, c'est comme, il y a beaucoup de choses en arrière-plan que j'aime l'idée de la capsule, justement, de Manel et de Scott, qui montre que les friperies sont une bonne alternative, justement, à tout ça, on est envahi, à cet envahissement, à cette surconsommation. Il faut qu'on se déculpabilise aussi. Pour parler de surconsommation, puis c'est aussi un aspect culturel, hein, parce que comme tu as mentionné, Ali Matou, il y a des gens sous-payés là, qui travaillent, mettons, dans les bureaux, qui se sentent que ils doivent s'habiller d'une certaine façon là pour être acceptés dans le milieu du travail. Donc, c'est pas juste des gens qui veulent consommer pour le fun de consommer. Il y a des pressions sociétales qui sont mises sur des gens pour qu'ils soient habillés d'une certaine façon. Puis, malheureusement, une des manières là qu'on peut voir un peu quel niveau économique que les gens ils viennent de, c'est est-ce qu'ils sont bien habillés ou non? Parce qu'on sait que c'est tellement cher de s'habiller là que si quelqu'un est bien habillé, ils sont forcément riches. Oui, absolument. J'aimerais ajouter à ça que moi, personnellement, j'ai fait ce changement il y a à peu près 5-6 ans, où un jour, je me suis vraiment assise, puis je me suis dit, mon Dieu, je suis avec le parti vert, puis j'essaie d'être plus verte, j'essaie d'être plus écolo, mais je regarde mon armoire et je me dis, waouh, c'est hypocrite. C'est absolument hypocrite ce que je me dis. Je dois faire un changement. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Même à cette époque-là, j'aimais vraiment aller en friperie. Puis je me suis dit, pourquoi pas? À partir d'aujourd'hui, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup m'habiller, mais je vais le faire d'une manière très responsable. Aujourd'hui, un engagement politique en direct. Yes! And I stand by it, comme on dit. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, mon armoire, à 90%, c'est des éléments de friperie. Là, toute ma tenue aujourd'hui, ça vient de friperie. C'est super confortable, c'est des matériaux très très chauds, puis je me sens très bien dans cette tenue. Le seul élément qu'il faut faire, c'est les laver, évidemment, quand on les achète, mais c'est tout. Sinon. Ouais. C'est un peu plus facile pour les femmes en friperie parce que personnellement, Absolument. chaque fois que je vois en friperie, les vêtements d'hommes, là, tu sais, les hommes ont tendance à les utiliser jusqu'à temps que ça soit plus utilisable. Hein? Fait que, ils n'ont pas tendance à changer de jeans là, juste parce que c'est plus à la mode. Là. Tu sais, les jeans pour des hommes n'ont pas changé tant que ça depuis des années. Fait que c'est un peu moins évident. Comment que les hommes peuvent faire là pour être plus écologiques? Moi, je te dirais que c'est pas un problème qui est aussi pertinent pour les hommes, parce que par exemple, si tu vas dans la section hommes de n'importe quel magasin, tu vas justement trouver moins de polyester, tu vas trouver plus de bons jeans, de la bonne qualité. Mes pulls, personnellement, le peu que j'achète en magasin, je les prends dans la section des hommes parce que c'est beaucoup plus probable que je trouve du vrai coton, de la vraie laine. Je trouve que les vêtements pour hommes sont de meilleure qualité, il y a moins de nouvelles collections qui sortent. Puis ils les réutilisent très souvent, tu vois. Il y a pas cette exclusivité. Fashion, c'est surtout du côté féminin là que. Oui, c'est vraiment mais plus. Parce que les standards de la société aussi sont plus sévères envers les femmes que les hommes.
Fait que Oui. un homme, tu peux porter les mêmes choses, tu peux avoir la même témoin jugé. Là, je pense que les standards de beauté de la société sont tellement Ouais. faits de la pression sur les femmes que tu peux pas, contrairement aux hommes. Je pense que ça se ressent avec l'industrie aussi des textiles ou quand tu vas dans un rayon homme et un rayon femme, comme dit Manel, il y a plus de nouvelles collections qui sortent tout le temps. Donc, je pense même les standards, ça montre aussi le deux poids, deux mesures, l'effet de comment la société traite la femme versus comment elle traite les hommes, fait que je pense qu'on n'est pas à l'abri malheureusement de le marketing ciblé, poussé, que ça va plus s'adresser vers les femmes que vers les hommes. Ouais. Puis j'imagine les femmes doivent être exposées à beaucoup plus de marketing de l'industrie du textile sur les réseaux sociaux, puis dans l'industrie les du publicités. cosmétique aussi, là. Ouais. Ouais. Absolument. Ça devient plus difficile à résister quand tu es constamment bombardé là, par ces publicités-là. Puis les hommes, on en voit un peu, mais beaucoup moins, là, j'imagine. Ouais. Puis pour pas rendre ça un podcast juste sur la struggle d'être une femme en société, c'est aussi une énorme partie de la socialisation. En fait, quand on socialise avec les filles autour de nous, il y a vraiment plus de chances qu'on parle d'habits en général. C'est une énorme partie de l'identité d'une femme, pas parce qu'on le veut forcément puis que c'est intrinsèque, mais parce qu'on est forcé, comme Alimatou l'a dit, c'est une énorme partie de l'image qu'on doit donner, qu'on doit maintenir à chaque fois. Donc, puis t'as toute une industrie qui est là pour subvenir à ce besoin. Et on voit très très souvent le débat sur les réseaux sociaux quand on parle d'être plus éco-responsable par rapport aux vêtements, essayer d'acheter des choses qui sont faites localement. Comme ça, on sait qu'on coupe au moins la partie dégueulassement qui manque d'éthique d'une manière très dégueulasse par rapport à la production de ces habits-là, à quel point ça rend les enfants malades, du fait qu'acheter chaque jean, ça va coûter la vie éventuellement à quelqu'un. Donc on peut couper ça, acheter des vêtements locaux, mais le débat est très très récurrent qui dit ah ben non, mais les femmes doivent se donner une image, les personnes pauvres méritent, tu vois, d'avoir cette image-là, de toujours pouvoir se présenter d'une certaine manière, comme ça leur rend la vie plus facile, et c'est totalement vrai, mais on est là pour parler des solutions puis d'autres manières de le faire. Ouais. Ben, je trouve que c'est bien qu'on intègre le point féministe là, dans la discussion sur le textile, là, parce qu'évidemment, le Parti vert du Québec, c'est un parti féministe. Puis j'ai lu un article dernièrement qui disait que pour les enfants, les garçons sont moins souvent complémentés en disant « Ah, vous êtes fort, vous êtes intelligent », alors que les jeunes filles sont souvent complémentées, vous êtes belle, vous êtes parfaite. Donc, il y a toute une structure sociétale qui met beaucoup plus d'emphase sur l'apparence là des femmes et des filles à partir d'un très jeune âge, et qui nourrit aussi cette industrie du textile-là, du fast fashion, de toujours devoir être habillé avec la dernière marque, avec les derniers vêtements, et de devoir changer de style et de vêtements beaucoup plus souvent qu'un homme. Oui. Mais moi, déjà, quand je vois le nombre de concours de beauté où il y a que, tu sais, Miss Monde, Miss Univers, Miss Kid, est-ce qu'on a des concours de beauté pour les hommes ou chaque fois qu'il faut changer? Puis, j'aime que tu mettes dans comment on élève les enfants, là, parce que là, moi, après 2 garçons, maintenant, j'ai une fille. C'est vrai que les filles, on a rapidement tendance à dire, oh, t'es belle, alors que les gars, tu vas pas mettre directement des compliments sur leur apparence physique. Fait que c'est un excellent point de parler que de la socialisation. Dès petite, on met plus de pression sur la fille. On la renvoie beaucoup à son apparence, que ton apparence est important. Puis tu la changes petite aussi et tu la changes plus fréquemment. Ton gars, tu peux lui remettre le même pantalon ou, tu sais, tu te sens pas comme l'obligation de changer. Alors que la fille, dès que tu vas dans le magasin, il y a une nouvelle truc qui est sorti, tu veux tu sais, je pense que la socialisation aussi compte beaucoup. Et puis, il y a aussi les personnalités. Il y en a des personnalités qui aiment naturellement des vêtements, qui aiment la mode, qui aiment s'habiller. Il y a aucun souci, on est tous différents, c'est parfait. C'est juste que faut juste qu'on sache le prix, que derrière chaque achat, que chaque nouveau vêtement là, qu'il y a un prix, et qu'on soit conscient de l'impact environnemental de nos achats, de l'impact environnemental des vêtements pour la future génération. Moi aussi, Manel, c'est quand j'ai commencé au Parti vert que j'ai remis en question
mon, tous les habits que j'ai là, que je me dis, puis que tu reportes peut-être même pas souvent là. Est-ce que j'achète par besoin ou par impulsion? Que c'est la même chose avec la consommation de viande, tu sais. Je pense que c'est des questionnements qu'on fait qui nous poussent à changer notre façon de faire petit à petit. C'est pas tout, on peut pas faire un changement d'un coup là, mais on fait les changements petit à petit où on trouve des alternatives. Comme une alternative à la viande avec le tofu ou autre chose. Avec les vêtements aussi, il y a les friperies ou justement, ou donner au prochain si tu n'aimes pas aller aux friperies, voir avec ta famille. C'est juste des questionnements, des petits gestes, mais qui font la différence. Absolument. Moi, disons dans mon parcours, pour vraiment avoir une armoire plus éco-responsable que mon ancienne armoire, disons, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc au début, c'était vraiment très très dur de se détacher du sentiment, mais je serais tellement belle avec ça. Puis on vient d'en parler, je sais, mais il y a aussi cette partie d'estime de soi. C'est-à-dire que quand je sors dehors avec une certaine tenue, avec un certain maquillage, avec disons une certaine façade pour une femme, on va me traiter mieux. On va être plus gentil avec moi. Puis c'est la même chose pour toutes les femmes. Si on a une certaine présentation, la vie va être plus facile. Et c'est terrible. Ouais, c'est Mais terrible, hein. oui, mais ça c'est quand même très c'est dans notre tête. On peut pas s'en débarrasser. Donc je me suis dit je vais faire ce changement, mais ça a pris du temps. Donc à un certain moment, oui, j'achetais encore certaines pièces en magasin et tout, mais éventuellement le choix a quand même changé. Je te dirais pas que j'achète 100% de ce que je porte en friperie, mais le 10% que j'achète toujours en magasin, ça va être de bonnes ressources qui ont bien été faites. Puis oui, je vais mettre le prix parce que c'est pas la majorité de ce que j'achète, puis que les friperies c'est beaucoup moins cher, donc je peux me le permettre. Donc c'est un budget avec lequel je suis consciente. Donc si c'est pas de l'argent que je vais mettre sur ça, c'est de l'argent que je vais mettre sur ça. Et c'est des choses qui me durent maintenant depuis des années. Chaque été, je reporte les nouvelles chaussures, le même maillot de bain. Et parce que aussi j'ai fait le choix de prendre des choses que j'aime, qui me plaisent, qui sont moi, je peux les reporter pendant des années. Ouais. Mais là, ce 10%-là, il était éliminé, là, si je comprends bien, là. Non, je te dirais pas que je suis parfaite. C'est vraiment la majorité de ce que je porte. Mais c'est rare, c'est beaucoup plus rare. Donc, si jamais je veux des chaussures d'hiver, par exemple, c'est quelque chose dans lequel les gens transpirent et on peut pas vraiment laver ça aussi bien. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je vais acheter en magasin. Mais comme je l'ai dit, ça va être 10 fois plus responsable. Je vais pas prendre quelque chose en plastique. Je vais plus aller vers du cuir vegan ou des choses comme ça. Oui, ben le côté vegan est important aussi, hein, parce que Ouais. on n'a pas mentionné jusqu'à présent, mais l'utilisation des produits animaux là, dans les vêtements, là, il paraît que c'est plus difficile d'être vegan pour les vêtements que pour l'alimentation. Oui, absolument. Parce que tellement de petits trucs un peu partout. Oui. Mais assez ironiquement, je pense personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus éthique si jamais on recherche du cuir ou quelque chose comme ça, d'aller le prendre en friperie que de l'acheter neuf. Comme ça va vraiment arrêter l'industrie justement du cuir, de plusieurs choses comme ça. De la fourrure. Ouais, de la fourrure et tout. Ouais. La fourrure, Si c'est vous... moins tendance, hein. C'est Ouais, la bataille est presque gagnée là-dessus, là. Ah, je pense. Ouais, c'est ça. Mais pour les chaussures, quand même, ça reste un gros problème. Ouais. Ouais, c'est ça pour le cuir en général. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal de tours de l'enjeu. On a proposé des solutions, notamment avec des standards là, sur combien de lavage peut durer un produit. Il y a aussi au niveau du recyclage, mais le fait que les fibres ils soient mélangées ensemble, que ça soit moitié coton, moitié polyester, évidemment, c'est pas tant facile de recycler. On a vu comment que c'est important d'aller en friperie, de réduire ses achats et de vraiment penser à l'environnement dans ses choix de consommateurs. Et vu l'absence de moyens de recyclage, mais c'est d'en consommer moins qu'il faut faire là, si on veut respecter l'environnement en termes de textile. Manel, est-ce que tu aurais quelques pensées en conclusion? Moi, j'aimerais vraiment encourager les gens à faire un changement lent, à faire vraiment juste à se poser les bonnes questions. On en a parlé aujourd'hui. Mais je pense que, comme Alimatou l'a dit, on peut pas mettre toute la faute sur le consommateur, mais ça reste que le boycott a un effet incroyable à chaque fois. Et quand on se dit, écoute, je vais pas participer à ça, ça commence par moi et par mon entourage, puis il y a des alternatives, il y a d'autres solutions. C'est de commencer à se poser des questions là qui ramènent le choix lent, puis on n'a pas besoin
de radicalement changer notre mode de vie d'un jour à l'autre. C'est comme ça qu'on ne prend pas de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, ça arrive lentement avec des actions conscientes. Donc, je voudrais aussi parler un petit peu des producteurs locaux, comme on devrait les soutenir. Il y a une très belle industrie de couture au Québec. Puis moi, comme je l'ai dit, la plupart de mes habits viennent des friperies, mais comment est-ce que je fais en sorte qu'ils sont beaux et qu'ils m'aillent bien et qu'ils soient faits pour moi? C'est parce que j'ai trouvé une couturière dans mon quartier qui fait des miracles. Et chaque pantalon qui m'irait peut-être pas à 100% me va à 100% maintenant. On dirait que c'est fait pour moi parce que je vais au tailleur justement. Donc c'est une personnalisation de mes habits que j'adore. Puis je pense que la racine de tout, c'est l'information. Donc tant qu'on est informé, tant qu'on se tient conscient de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète, de comment on vit, c'est comme ça qu'on pourra ramener un réel changement. Très bien dit. Ah oui. Pour moi, mon dernier mot, pour moi, c'est la mode rapide là, c'est plus qu'une question de mode là. C'est une question de justice sociale et de survie environnementale. Je pense qu'on veut laisser une planète en santé là et un océan avec une biodiversité aux futures générations. Donc, je pense que c'est important de savoir que derrière chaque vêtement à bas prix se cache un coût que nous ne voyons pas, mais que des millions de travailleurs et notre planète payent au quotidien. Mais vraiment au quotidien, parce que les nombres de vêtements produits à la seconde et le nombre de vêtements jetés à la seconde, ça dépasse l'entendement. Oui. Exactement. Donc, écoute, je vous remercie beaucoup, Ali Matouba et Manel Chaouch. Je pense qu'on a fait le tour de l'enjeu. Je pense que les gens ont amplement de choses à réfléchir là, sur des choix de consommation, puis du rôle que l'industrie du textile joue dans les changements climatiques et dans la pollution de l'eau et dans la surconsommation de ressources. Donc, au Parti vert du Québec, évidemment, on a une politique qui vise à réduire le plus possible les empreintes écologiques des vêtements. Je vous invite à lire notre programme, aller sur notre site web et à suivre ce podcast La mentalité verte où on plonge dans beaucoup de questions par rapport à l'environnement, par rapport à la justice sociale au Québec. On vous voit dans la prochaine épisode. Merci. Merci, au revoir.